Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre télévision nationale et dans cette édition d'Actu Hebdo, Actu Hebdo de ce dimanche 22 août 2021. Nous recevons aujourd'hui Dr Ibrahima Diarra avec lui pour évoquer le lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Également, Nuhu Maïga, il est secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Avec lui, nous parlerons des 56 ans de la Croix-Rouge malienne et des activités que la Croix-Rouge mène ici au Mali. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons commencer à présenter nos invités. Docteur Ibrahima Diarra, vous êtes le chef de la section immunisation à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Et il faut dire que vous avez été médecin-chef du district sanitaire de Yorosso, dans la région de Sikasso. C'était entre 2007 et 2008. Également, chef division planification à la direction régionale de la santé de Kidal, de 2011 à 2012. Et du 2 août 2018 à nos jours, vous êtes chef de la section immunisation à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Nous, Maïga, vous êtes de 2006 à 2012 directeur des ressources humaines de la Croix-Rouge malienne. Également, de 2012 à 2020, directeur des programmes et projets Croix-Rouge malienne. Et présentement, vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Bienvenue. Merci. Voilà, nous allons commencer cette édition avec le lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination. Ce serait pour demain, lundi 23 août, avec le vaccin Johnson Johnson. 151 200 doses offertes par les États-Unis d'Amérique seront bientôt inoculées. Donc, la nouvelle a été donnée, c'était le 9 août dernier, lors de la rencontre du département en charge de la santé et les partenaires techniques et financiers. Les techniciens ont expliqué les dispositions en cours pour la réussite de la campagne. Nous suivons le reportage de Drissa Kone. Le monde entier est mobilisé dans la riposte contre la maladie à coronavirus et le gouvernement malien n'est pas en marge de cette lutte. D'ailleurs, la première phase de vaccination avec AstraZeneca s'est déroulée du 31 mars au 10 juin 2021. Selon les techniciens, au cours de cette phase, 175 242 personnes ont reçu la première dose contre 86 477 pour la deuxième dose. Le 5 août dernier, le Mali a reçu 151 200 doses de vaccin Johnson Johnson et le département de la santé annonce le début de la deuxième phase de vaccination le 23 août. Mais une question taraude les esprits, Johnson Johnson pourrait-il servir de deuxième dose pour les personnes en attente de ces 16 ans précieux? Je voudrais rassurer nos compatriotes et tous ceux qui ont reçu ces premières doses que nous serons dans les délais pour les deuxièmes doses du même vaccin AstraZeneca, Inch'Allah, et que les vaccins que nous venons de recevoir de la part des États-Unis d'Amérique sont administrés en une seule dose, Johnson & Johnson, pour ceux qui n'ont pas reçu la première dose d'AstraZeneca. Également, ces vaccins vont nous permettre d'atteindre une partie de la population que nous n'avons pas pu atteindre au cours de la première campagne de vaccination. Pour le bon déroulement de cette phase 2, un plan de campagne et les stratégies à adopter sont élaborées. Les zones ciblées sont les régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal, Taoudeni et le district de Bamako. Les personnes de plus de 18 ans, parmi lesquelles les élèves étudiants, les déplacés internes et les réfugiés, sont concernés. Les partenaires techniques et financiers sont rassurés par cette annonce. Je pense que la stratégie que Mme la ministre a faite pour cette donation, avec les qualités de Johnson & Johnson, sont mieux appliquées dans les régions qui sont difficiles à trouver. Mais c'est l'une des étapes de l'appui américain. Il y aura plus de vaccins pour le reste du pays. Mais vraiment, c'est le moment pour les Maliens de prendre cette opportunité, particulièrement dans les régions. Mais c'est une lutte globale et nous sommes très contents d'avoir ce niveau de collaboration de tous les partenaires. La chef du département de la santé a appelé à une synergie d'action pour lutter contre les rumeurs qui ont prévalu
lors de la première campagne ainsi que le déni de la maladie. Docteur Diarra, nous venons de suivre le reportage pour annoncer le lancement de cette campagne qui doit démarrer demain lundi. Déjà, il y a eu une première opération avec un autre vaccin. Est-ce que vous êtes parvenu à faire le bilan de cette première campagne? Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Je voudrais ici saluer tous les téléspectateurs de l'ORTM et féliciter encore une fois de plus l'ORTM. Remercier l'ORTM de m'avoir encore une fois de plus invité sur ce plateau pour débattre des questions en rapport avec la campagne de vaccination contre la COVID-19. Et je voudrais tout d'abord un peu rectifier dans l'élément pour les premières doses. C'est 173 242 qui ont reçu les premières doses du vaccin AstraZeneca. L'élément a fait cas de 175 000. Je voulais juste rectifier cela. Pour vous dire que nous avons fait le bilan de la première phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui a commencé, bien entendu, le 31 mars et qui a été bouclée le 10 juillet 2021. Et ce bilan, effectivement, nous avons tiré les enseignements, les leçons apprises par rapport à cette première phase, puisqu'il était en tout cas question de lutter contre les rumeurs. La première phase a été émaillée de rumeurs sur les réseaux sociaux, tant sur le plan national que sur le plan aussi international, en rapport avec ce vaccin AstraZeneca. Ça a créé beaucoup de difficultés au sein, en tout cas, de l'équipe et de coordination, mais aussi nous avons, à tel point que nous avons rétrocédé une partie des 396 000 doses qui nous avaient été données à travers l'initiative COVAX. Donc, le comité de coordination, à travers ces différentes sous-commissions, puisqu'il existe à peu près 5 sous-commissions, mais c'est la sous-commission communication qui a pris le lead pour, en tout cas, développer toutes les stratégies de communication, lutter, bien entendu, sur les réseaux sociaux, contre les fake news sur les réseaux sociaux, pour que, en tout cas, la demande puisse être forte pour préparer la deuxième phase que nous allons lancer bientôt demain. Vous êtes satisfait de cette première opération? La première opération, oui, parce qu'il était question de vacciner le plus grand nombre de personnes. Si ce n'était que ces rumeurs, nous allons pu boucler en tout cas toutes les doses, les 396 000 doses qui avaient été offertes par l'initiative COVAX. Les 173 242 qui ont reçu la première dose et les 86 477 qui ont reçu la deuxième dose, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose pour moi. Ici, seulement encore d'appuyer, en tout cas, de renforcer cette communication, de renforcer les stratégies pour pouvoir, en tout cas, susciter la demande pour que les gens puissent se faire vacciner. Déjà quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Oui, ce n'est pas suffisant, mais comme je l'ai dit, ce qui est sûr, ce n'est pas zéro aussi. Ce n'est pas zéro aussi. Avec toutes les difficultés que nous avons connues au cours de cette première phase, ce n'est pas seulement que les rumeurs. Nous avons été confrontés à la grève de l'UNT, où les gens étaient obligés de ne pas vacciner. Donc, il y a eu tout un ensemble, en tout cas, de difficultés qui ont émaillé, en tout cas, la conduite de cette première phase. Oui, lors de cette première phase, il y a certains qui ont fait quand même 2 fois la vaccination, parce que c'était en 2 phases. Donc, il y a certains qui ont observé les 2 phases, d'autres une seule phase. Et qu'en est-il? Oui, effectivement, c'est ça, parce que je l'ai dit, il y a 86 477 personnes qui ont été vaccinées, qui ont reçu les 2 phases. Et il y a 173 242 qui ont reçu la première dose. Donc, pour vous dire que, effectivement, il y a des gens qui s'attendent à recevoir leur deuxième dose de ce vaccin AstraZeneca. Et par rapport à ça, le ministre vient de le dire tout de suite, il y a des doses d'AstraZeneca qui sont attendues. Et dès qu'on aura ces doses qui seront acquises, nous allons en tout cas vacciner en tout cas le gap là. Oui, l'opération qui va commencer ce lundi, c'est un autre vaccin. Ce n'est plus AstraZeneca et Johnson & Johnson. Quelle différence faites-vous entre ces deux, AstraZeneca et Johnson & Johnson? Il n'y a pas de différence fondamentale. La seule différence, c'est que AstraZeneca, il faut 2 doses. Or, Johnson & Johnson, il faut une seule dose.
Donc la différence se situe à ce niveau. C'est les mêmes vaccins, les mêmes efficacités, les mêmes conditions de conservation. Et pour vous dire que c'est des vaccins qui sont sûrs et qui sont efficaces. Et je voudrais ici rappeler que par rapport à la première phase, la première phase, selon même le plan de déploiement de la vaccination contre la Covid-19 au Mali, s'appuyait sur, en tout cas, 2 phases. La première phase qui devait commencer d'abord par Bamako et la deuxième phase, le reste du pays. Mais comme je l'ai dit, on a eu des difficultés pour, en tout cas, que la première phase se déroule normalement à Bamako. Ça n'a pas été le cas avec ces difficultés. On était obligé d'étendre la première phase à d'autres régions. Sinon, la deuxième phase devait concerner le reste du pays. Voilà. Et cette fois-ci, comment vous allez opérer? OK. Par rapport à Johnson & Johnson, qui est aussi un vaccin aussi sûr, qui est efficace, je l'ai dit tout de suite que nous allons étendre cette deuxième phase, en particulier dans les zones d'insécurité. Sinon, nous allons vacciner au niveau de Bamako, au niveau de Kay, au niveau de Mopti, de Kidal, de Tombouctou, de Gao, de Menaka et de Taoudeni. Donc, ces vaccins s'adaptent beaucoup plus, en tout cas, à des zones qui ont, en tout cas, la sécurité est compromise, puisqu'il est question de déplacement de la population. Si on a une seule dose à faire à cette population, je crois que l'avantage se trouve à ce niveau. Oui, avec 151 000, c'est 151 200, non? Oui. 151 000 doses, comment vous allez pouvoir quand même avoir le maximum de personnes? OK, il s'agira... Est-ce suffisant? Oui, la dose n'est pas suffisante, mais vous l'avez vu dans l'élément, ce n'est qu'une première livraison, une première donation. Il y a d'autres doses qui sont aussi attendues de Johnson & Johnson. Pour vous dire que les 151 200 ne vont pas couvrir l'ensemble de la population cible qu'on a estimée, mais nous pensons que les donations qui vont venir vont permettre en tout cas de couvrir en tout cas le maximum de personnes concernant en tout cas les cibles. Et pour pouvoir atteindre ces cibles-là, et comme je l'ai dit, il faut, à partir des leçons que nous avons tirées lors de la première phase, il faut augmenter la demande en luttant contre les rumeurs sur les réseaux sociaux, en augmentant les sites de vaccination et en augmentant également le nombre d'équipes pour pouvoir atteindre ces cibles-là. Et il y a 3 stratégies classiques qui sont retenues. Et la stratégie fixe où nous allons faire au niveau des structures de santé, la stratégie avancée qui va concerner les villages, les hameaux, les quartiers, et aussi les entreprises, les sites d'orpaillage, et aussi les ambassades, pour vous dire que nous allons partir à ce niveau. Et la stratégie mobile aussi, qui va dans des régions de plus de 30 km, où le véhicule est mis à contribution avec tout l'arsenal pour pouvoir atteindre ces cibles-là. Et ça pourra être développé dans les zones aussi difficiles d'accès. Mais il y a d'autres stratégies que les régions pourront aussi développer. Nous allons mettre à contribution surtout les organisations humanitaires et notamment aussi les ONG locales qui œuvrent dans ces zones à sécurité compromise pour nous aider en tout cas à atteindre le maximum de populations. Et cette stratégie mobile aussi, nous allons l'utiliser pour atteindre les populations aussi déplacées. Est-ce que déjà ceux qui ont été vaccinés, on peut dire que cela a un peu atténué, en tout cas, le nombre de cas de Covid? Et le constat est là, parce que ça fait combien de semaines où on avait moins de 10 cas. C'est vrai, il faut sanctionner ça par une étude pour dire qu'effectivement, il y a l'impact de la vaccination. Et je suis sûr et certain que c'est aussi l'impact de la vaccination qui font chuter également, plus bien entendu les mesures barrières qui font chuter également ces cas de Covid-19 positifs. Oui, mais il y a toujours des sceptiques par rapport à tout ce qui se passe. Et le problème, c'est à ce niveau, comme je l'ai dit, la première phase, on a été buté à cela. Comme je l'ai dit également, la sous-commission est à pied d'œuvre pour lutter. Ce n'est pas seulement que c'est sceptique, oui, mais aussi il faut voir l'impact de ces fake news sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qui a beaucoup impacté lors de la première phase. Donc, pour vous dire que nous sommes à pied d'œuvre pour lutter contre ces rumeurs-là qui affectent non seulement l'efficacité et l'innocuité de ces vaccins-là. Ouais, donc, nous allons faire tout pour sensibiliser ces sceptiques
Et je pense que le problème par rapport en tout cas à l'adhésion maintenant de la vaccination va imposer sa loi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour voyager, pour aller dans X ou Y pays, il faut que vous soyez vacciné, sinon vous ne serez pas accepté. Ah bon? Ah, bien sûr. Donc, il faut. Cela a commencé ou bien ça va commencer? Impérativement, il y a certains pays aujourd'hui, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas avoir accès. Il y a certains endroits aussi, si tu n'es pas vacciné contre la Covid-19, tu ne peux pas rentrer là-bas. Oui, mais avec le nombre de doses, quand même, est-ce que ça va suffire à tout le monde? Et comme je l'ai dit, effectivement, il y a la disponibilité d'abord au niveau global. Et je crois que la première phase, si vous voyez que nous avons reçu cette quantité-là, c'est parce que la disponibilité en quantité suffisante sur le niveau global s'imposait. Et pour vous dire que cette deuxième phase aussi sera caractérisée par d'autres vaccins en dehors de Johnson & Johnson, en dehors aussi d'AstraZeneca. Il y a l'annonce aussi d'à peu près 835 200 doses de Sinovac, qui est un vaccin chinois. Il y a également la Chine, bien entendu, qui nous sommes en train de travailler dans le cadre de la coopération bilatérale, à mettre à la disposition du Mali 300 000 doses aussi de Sinopharm. Donc pour vous dire que la deuxième phase va être caractérisée aussi par l'utilisation aussi de plusieurs vaccins. Oui, beaucoup plus de vaccins. Est-ce que cela ne crée pas quand même un peu de désordre dans la tête des gens? Parce que, bon, avec, comme vous l'avez dit, avec toute cette campagne également de désintoxication, désinformation sur les réseaux sociaux, même sur certains médias, puisque entre les différentes industries pharmaceutiques, quand même, il y a une guerre. Bon, le salut passe par, comme je l'ai dit, la bonne information. Il faut donner la bonne information. Certes, nous allons avoir plusieurs vaccins, mais nous devons nous asseoir pour expliquer à la population, voilà, nous avons eu tel ou tel nombre de vaccins, et tous ces vaccins-là préviennent contre la maladie à coronavirus. Il suffit seulement de sensibiliser les gens par rapport à, en tout cas, à l'utilisation de ces vaccins, oui, par rapport à l'innocuité et par rapport aussi à l'efficacité, pour les permettre d'avoir leur adhésion. Oui, comment atteindre ces zones difficiles maintenant? C'est ce que j'ai dit. Par rapport à la mise en place, nous avons mis le vaccin Johnson & Johnson dans toutes les régions du Nord aujourd'hui, grâce à l'appui aussi de nos partenaires, notamment l'UNICEF. Et nous avons pu mettre ces vaccins-là par voie aérienne. Ces vaccins-là existent aujourd'hui, disponibles. Et comme je l'ai dit, pour parvenir à ces populations difficiles d'accès ou dans les zones à sécurité compromise, nous allons en tout cas travailler avec les organisations humanitaires. Nous allons aussi travailler avec les organisations locales qui évoluent dans cette zone-là. Vous avez par exemple les CICA, il y a la Croix-Rouge. Oui, je me réjouis qu'il soit sur ce plateau. Justement, j'allais en venir avec M. Maïga. Quel pourrait être en tout cas votre apport? L'apport de la Croix-Rouge. Merci bien. En fait, la Croix-Rouge fait partie déjà de la Commission nationale de prévention et de riposte contre la Covid. Et par rapport à cela, nous avons, depuis le début, on a mobilisé près de 5000 volontaires sur toute l'étendue du territoire, dont 2000 volontaires seulement dans le district de Bamako. Et dans chacune des régions, nous avons mobilisé des volontaires qui ont été formés sur la prévention et le contrôle de l'épidémie et qui, depuis, sont en train de mener des campagnes de sensibilisation pour non seulement pour les mesures barrières, le respect des mesures barrières, mais aussi pour l'adhésion à la vaccination. Et aujourd'hui, nous avons mobilisé aussi des ressources pour accompagner cette nouvelle campagne, cette deuxième campagne, non seulement à Bamako, mais aussi dans les régions. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que en tant qu'organisation humanitaire, nous avons déjà des volontaires dans les communautés. Et donc, nous sommes auxiliaires de l'État et ces volontaires-là sont mis à contribution pour aider les services techniques de l'État et pour effectivement non seulement l'organisation de la campagne, mais aussi les activités de mobilisation sociale et d'adhésion à la vaccination. Oui, bien dit. Et la conservation, on doit insister là-dessus parce qu'on dit qu'il faut des températures quand même assez basses pour conserver ces vaccins. Et justement pour dire que lors de la première phase, au moment où on lançait la première phase de la campagne, il y avait les vaccins, essentiellement c'était le Moderna, c'était Pfizer, c'était AstraZeneca. Pour Moderna et Pfizer,
il faut un matériel de conservation, il faut avoir moins 80 degrés. Moins 80 degrés. Nous, on n'a pas ce matériel ici. Et c'est la raison pour laquelle le choix a été porté sur AstraZeneca, qui répond le mieux par rapport à notre matériel de conservation ici, qui se fait entre plus 2 et plus 8 degrés. Et c'est la même chose aussi, cette température de conservation, qui se trouve au niveau central, et même aussi dans les régions, et même aussi au niveau des aires de santé, nous avons des réfrigérateurs qui peuvent conserver ces vaccins-là entre plus 2 et plus 8 degrés. Le Johnson & Johnson. Le Johnson & Johnson se conserve. AstraZeneca aussi se conserve entre plus 2 et plus 8 degrés. Oui, et maintenant, on revient là-dessus. Par exemple, ceux qui ont fait une seule dose de vaccin AstraZeneca et aujourd'hui qui sont à l'attente, est-ce qu'ils peuvent faire comme deuxième Johnson & Johnson? Ok. Madame le ministre de la Santé a été claire tout de suite. Et je pense aussi que nous sommes dans une initiative qu'on appelle l'initiative COVAX, qui regroupe l'ensemble des donateurs, notamment l'OMS, l'UNICEF, l'USAID. Nous avons des directives par rapport en tout cas à l'OMS. Ceux-là qui ont reçu, leur première dose d'AstraZeneca ne pourront pas bénéficier de ce vaccin Johnson & Johnson. Et c'est extrêmement important, il faut le dire. Et la preuve est très simple. Si nous faisons ces deux vaccins différents à une seule personne, pour le moment, les études nous donnent que ce n'est pas faisable pour le moment. Il faut en tout cas se plier à ces conseils. Et si nous faisons ces deux vaccins en une seule personne, quand il y a des effets indésirables, on va inviter à quel ou quel vaccin. Là, il faut prendre ça en compte. Donc, il faut tout simplement respecter les consignes qu'on donne. On ne dit pas que ce ne serait pas faisable dans le futur, mais pour le moment, les consignes sont très claires. On ne fait pas les deux vaccins chez la même personne. Les deux vaccins différents. Différents chez la même personne. Et pour vous dire que, en dehors de tout ça, là, celui-là qui a bénéficié déjà de AstraZeneca, donner la chance que celui-là qui n'a pas encore bénéficié des vaccins ou qui puisse bénéficier du Johnson & Johnson. Et c'est la raison pour laquelle également, toutes ces régions du Nord-là n'avaient pas participé à la campagne de vaccination lors de la première phase. Mais la raison fondamentale pour ces régions du Nord-là, c'est une seule dose. On a l'avantage que si c'est des populations qui migrent beaucoup, et si nous amenons deux vaccins à ce niveau, disons un vaccin à 2 doses là-bas, ça va être un peu compliqué compte tenu de la situation sécuritaire. Donc le vaccin Johnson & Johnson répond le mieux parce que c'est une seule dose et on a l'avantage de ne pas perdre en tout cas ces populations qui sont dans ces zones en sécurité compromise. Oui, en plus d'avoir fait quand même ces vaccins, en plus d'être vacciné, et qu'est-ce qu'on doit faire face aux mesures barrières? Parce que certains disent, je suis vacciné, mais aujourd'hui, je ne peux pas porter mon masque, je peux ainsi de suite. Et le constat est amer parce que en rentrant tout de suite même à l'ORTM, vous voyez déjà que les gens ont complètement cédé. Et quand vous sortez aujourd'hui dans les lieux, en tout cas des cérémonies de baptême, de mariage, les gens ont complètement baissé les bras par rapport à ces mesures barrières-là. La vaccination n'exclut pas les mesures barrières. Le respect des mesures barrières. Il faut des actions synergiques entre ces mesures barrières et la vaccination. Je crois que c'est extrêmement important. Nous l'avons dit, nous l'avons répété encore. C'est bon de se faire vacciner, mais aussi il faut continuer en tout cas à respecter ces mesures barrières-là. Et M. Maïga, votre point de vue là-dessus? Oui, moi je pense aussi que oui, il faut continuer à faire la vaccination, mais aussi à respecter les mesures barrières. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'organisation humanitaire, nous n'avons pas cessé de continuer à sensibiliser les populations pour le respect des mesures barrières. Et comme vous le voyez, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et nous sommes de Kidal à Menaka, Taoudéni, Tombouctou, même les zones à accès difficile, nous avons formé des volontaires pour pouvoir faire la sensibilisation, pour que les gens puissent continuer les mesures barrières. Et donc, oui, nous pensons que les deux doivent aller ensemble.
Voilà, nous allons maintenant parler de la Croix-Rouge qui quand même coopère beaucoup avec, je pense, la direction nationale, la direction générale maintenant, la direction générale de la santé et de l'hygiène publique, de façon générale avec le ministère de la santé et du développement social. La Croix-Rouge qui a procédé au lancement des activités du projet Protection, Résilience, Cohésion, un projet financé par le gouvernement danois à hauteur de 800 millions de francs CFA. Et ce projet vise, faut-il le rappeler, à apporter l'assistance aux personnes déplacées dans les régions de Gao et du district de Bamako. Le point avec Sokona Kamesogo. Le projet Protection, Résilience, Cohésion PRECO a été conçu par la Croix-Rouge malienne et ses partenaires pour couvrir les besoins essentiels des personnes déplacées internes et les communautés hôtes. Il s'agit notamment d'articles non alimentaires, des transferts monétaires et des soins de santé. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan global de réponse aux populations affectées par le conflit, un plan qui a été élaboré depuis 2013 et qui comporte entre autres l'assistance aux populations affectées par le conflit. Le programme est essentiellement financé par le gouvernement danois à hauteur de 800 millions de francs CFA. La Croix-Rouge danoise va venir en appui technique à la Croix-Rouge malienne dans la mise en place de toutes les activités du projet. Ce projet s'inscrit dans une approche triple nexus, un pilier humanitaire, un pilier développement et un pilier paix que nous on décline comme une approche communautaire d'amélioration de la cohésion sociale. Le nombre de personnes déplacées par le conflit et la violence a presque doublé en un an, allant de plus de 187 000 personnes en septembre 2019 à plus de 311 000 personnes en octobre 2020. C'est pourquoi le gouvernement du Mali fonde l'espoir sur les résultats du projet. Il est important de penser aux solutions durables dès le début du déplacement. Un tel projet va sans nul doute être pour nous un modèle sur lequel nous allons nous baser pour faire des plaidoyers auprès d'autres acteurs pour aller dans le sens de la recherche des solutions durables. Pour une durée de 4 ans, le projet PRECO est un programme régional qui couvre le Niger et le Mali. Voilà, M. Maïga Maïga, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. La Croix-Rouge malienne qui vient de célébrer il y a juste 2 jours son 56e anniversaire. Quelles sont les grandes réalisations de la Croix-Rouge malienne durant ces 56 ans? Merci bien et bonjour aux téléspectateurs. Merci aussi à l'ORTM pour cette opportunité de parler de la Croix-Rouge, de sa mission et de son action humanitaire. Oui, nous venons de célébrer le 20 août le 56e anniversaire de la Croix-Rouge du Mali qui est créée le 20 août 1965 sur la base des conventions de Genève et dont l'acte de création a été signé par le fait président Modibo Keïta. Je voudrais juste rappeler que cette Croix-Rouge est créée sur la base effectivement des conventions de Genève qui institue des sociétés nationales de Croix-Rouge dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on est à près de 192 pays dans le monde où il y a des sociétés nationales de Croix-Rouge. Mais à titre de rappel, la Croix-Rouge est créée sur le front de bataille parce que c'est une guerre qui a amené la création de la Croix-Rouge. En 1859, il y a eu une guerre dans un village entre l'Italie et la Suisse qui s'appelle Solferino. Un conflit qui a fait en 2-3 jours plus de 40 000 morts. Et suite à cela, il y a un homme qui, de passage, a vraiment vécu l'affre de la guerre et a décidé que plus jamais cela ne doit arriver sans qu'il y ait de l'assistance des populations à l'endroit non seulement des combattants qui sont blessés, mais aussi à l'endroit des populations civiles. Et donc, à rentrer en Suisse, il a écrit un livre en 1862 qui s'appelle Un souvenir de Solferino. Et à la suite de ce livre-là, ils ont mis en place avec ses amis un comité qui s'appelle le comité de secours. Ça, c'est en 1863. Oui.
Et effectivement, suite à cela, il y a eu les conventions de Genève qui ont été signées en 1864, les différentes conventions que vous connaissez. Et après, il y a eu les protocoles additionnels à ces conventions-là. Et en 1919, il y a eu cette association des sociétés, la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Donc la Croix-Rouge malienne est créée effectivement dans cette mouvance. Mais aujourd'hui, c'est une organisation humanitaire qui est auxiliaire de pouvoir public dans le domaine humanitaire et qui est aussi reconnue d'utilité publique, qui travaille sur toute l'étendue du territoire du Mali et qui a une mission de soulager les souffrances des populations, toutes les populations sans distinction aucune. Et donc, nous intervenons dans plusieurs domaines au Mali, parce que beaucoup de gens pensent que la Croix-Rouge, c'est la santé, c'est seulement la santé. Mais oui, nous intervenons dans le domaine de la santé, mais nous intervenons beaucoup dans d'autres domaines, les domaines tels que la gestion des catastrophes, les domaines tels que la sécurité alimentaire. On aussi dans plusieurs domaines de formation et de renforcement des capacités sur le domaine de la santé, mais aussi dans les secteurs comme la résilience des communautés. Et donc, par rapport à cela, pour la santé, il y a aussi des axes, nous avons des axes stratégiques. Lesquels ? Au niveau de la santé, on a les épidémies, le contrôle des épidémies, telles que les pandémies et les épidémies, telles qu'on vient d'en parler tout de suite en ce qui concerne la Covid. Mais avant même la Covid, nous avons beaucoup intervenu dans le cadre de la réponse à la maladie à virus Ebola, où nous avons mobilisé des volontaires, mais aussi nous avons mobilisé des moyens importants au niveau du Mali pour la prévention de cette épidémie. Mais avec la survenue aussi de la Covid, nous avons mobilisé des ressources importantes, que ce soit des ressources financières, des ressources matérielles, mais aussi la ressource la plus importante, c'est les ressources humaines. Parce que nous, notre action est basée sur le volontariat. Et au Mali, nous disposons de près de 15 000 volontaires sur toute l'étendue du territoire qui sont formés sur des premiers secours, qui ont des formations pour pouvoir aider les services techniques de l'État, notamment la santé. Et par rapport à cela, nous avons aussi un axe qui est la santé de la mère et de l'enfant. À ce niveau aussi, il y a beaucoup de financements qui sont faits, d'actions qui sont menées au niveau communautaire, des formations des organisations communautaires à la base, mais aussi des renforcements des capacités des structures de santé. Il y a aussi, au niveau de la même santé, il y a aussi la nutrition. À ce niveau aussi, nous intervenons dans tout ce qu'il y a comme mobilisation communautaire en faveur de la bonne nutrition des enfants, mais aussi des femmes enceintes. Il y a des volets aussi d'eau, hygiène, assainissement. Et sur ce volet aussi, nous renforçons la résilience des communautés à travers la construction des châteaux d'eau, à travers la mobilisation communautaire pour l'hygiène et l'assainissement. Et aussi, un volet important aussi de la santé, c'est aussi les premiers secours. Donc nous avons un grand nombre de secouristes à travers le pays qui assistent les communautés. Ils sont au sein des communautés, ils sont formés, mais ils donnent les premiers gestes qui sauvent avant que les secours spécialisés n'arrivent. Donc ça, ce sont des axes au niveau de la santé. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, on a aussi la gestion des catastrophes. Oui. Et à ce niveau-là aussi, il y a plusieurs volets. Il y a non seulement le renforcement des capacités au niveau communautaire, où nous aidons les communautés, nous les appuyons à développer des plans de contingence par rapport aux différentes catastrophes, par rapport aux différentes crises. Et par rapport à cette même gestion, il y a trois volets plutôt. Il y a le volet de préparation, tout ce qu'il y a comme action au niveau communautaire que nous mettons en œuvre avec les communautés pour pouvoir s'adapter et aussi prévenir les effets, parce qu'on ne peut pas prévenir certaines catastrophes, mais aussi au moins on peut les minimiser, minimiser leur impact. Donc on prépare les communautés par rapport à cela. On répond aussi lorsque les catastrophes arrivent. Donc il y a ce volet de réponse que ce soit immédiatement. Mais après aussi cette réponse, on a ce volet qu'on appelle le volet relèvement. Donc
une fois que l'assistance est donnée aux populations et qu'ils ont commencé, et on les aide aussi à reconstituer leurs moyens de vie, leurs moyens de subsistance. Ok, vous venez de lancer en tout cas un projet protection, résilience cohésion. En quoi consiste cette opération? Bon, ce projet est un des 42 projets et programmes que nous menons actuellement à travers le territoire du Mali. Il s'agit des projets d'assistance d'urgence et des projets de développement et de résilience. C'est un projet essentiellement qui va concerner la région de Gao et le district de Bamako. Et les cibles, c'est les populations déplacés suite au conflit, mais aussi pas les populations hautes aussi. Parce que quand vous voyez, les conflits créent des vulnérabilités diverses. Et ces vulnérabilités, ce n'est pas seulement les populations qui se sont déplacées, mais aussi ceux qui restent sur place et qui sont dans la même précarité ou plus de précarité. Donc, nos cibles, ce sont ces déplacés-là et les populations hautes. Et essentiellement, ce que nous allons faire, c'est faire des analyses par rapport aux besoins, parce que nous disposons au niveau de ces communautés, comme je vous l'ai dit, des équipes qu'on appelle les équipes communautaires de gestion des catastrophes, et au niveau régional, des équipes aussi des équipes nationales de réponse aux catastrophes. Donc au niveau des communautés, il y a des analyses qui sont faites pour voir quels sont les besoins réels. Et à partir de cela, il y a des actions de distribution de cash que nous allons faire, de l'argent frais que nous donnons à ces populations-là pour faire face à leurs besoins. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit qu'il ne sert à rien d'aller payer du matériel, du vivre et autres, la donner aux populations, alors que peut-être que leurs besoins sont ailleurs. Donc nous faisons une analyse et on voit, même pas par rapport au cash, on voit est-ce que c'est du cash conditionnel ou voilà, on vous donne cet argent-là pour construire votre maison qui est endommagée, ou bien c'est du cash non conditionnel, on vous donne l'argent, on vous dit maintenant, adressez vos besoins, c'est vous qui connaissez vos besoins, ou souvent c'est même du cash for work, c'est-à-dire de l'argent contre le travail. Il y a un travail communautaire à faire, les populations, on les paye pour le faire. C'est pour leur bien, mais puisque les gens n'ont pas les moyens, on les paye pour le faire. Donc on va effectivement avoir cette approche-là. Et on va aussi avoir une approche de relèvement par rapport à ces communautés en essayant de voir les associations de femmes, de jeunes et instaurer à ce niveau-là des activités génératrices de revenus. Donc ces activités-là vont leur permettre effectivement de reconstituer leurs moyens de vie et les moyens de subsistance qu'ils ont perdus pendant le conflit. Pourquoi le choix de Bamako et Gao? Bon, le choix de Bamako et Gao, parce que, vous voyez, nous sommes une organisation qui a pour objectif d'intervenir, pour mission en fait, d'intervenir sur toute l'étendue du territoire. Et je vous expliquais que nous avons plusieurs autres projets. Et nous avons des projets similaires dans les autres régions, les régions de Mopti, les régions de Tombouctou, les régions de Kidal. Et puisque nous avons comme ambition de couvrir l'étendue du territoire, partout où les besoins se trouvent, c'est au niveau de la région de Gao. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'actualité nous donne raison avec les événements qui sont survenus à Ouattaguna, où aujourd'hui, toutes les populations se sont déplacées et ils ont quitté vers Gao en Songo. C'est vraiment... et aussi Bamako, qui est un peu laissé pour compte parce que il y a une variété de personnes déplacées qui se trouvent au niveau de Bamako, c'est des Maliens et même des étrangers qui sont au niveau de Bamako. Mais aussi des populations hautes au niveau de Bamako qui vivent aussi dans la précarité. Et donc c'est par rapport à ces analyses-là, ces assessments qu'on a fait, que nous nous sommes dit que puisque nous avons aussi des actions ailleurs, pourquoi ne pas couvrir les poches où aujourd'hui nous avons vraiment besoin de couvrir un certain nombre de besoins. Oui. Pouvez-vous nous citer quelques-unes des autres activités que vous comptez mener au-delà de ce projet? Non, au-delà de ce projet, comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs volets. Nous avons par exemple aujourd'hui au niveau de la migration, nous sommes en train de mener des programmes dans la région de Kaï, dans la région de Tombouctou, Kidal, Gao et même Bamako. Un projet d'une valeur de 1,8 milliard pour soulager un peu les souffrances des migrants sur la route migratoire.
Parce qu'on se rend compte que la Croix-Rouge a comme la mission de la Croix-Rouge par rapport à la migration, c'est de ni décourager ni encourager la migration. Nous sommes une organisation neutre, mais nous assistons les migrants sur la route migratoire, que ce soit à l'aller ou bien que ce soit à retour. Parce qu'il y a des migrants qui vont dans les pays voisins et qui sont refoulés. Et quand ils sont refoulés, ils sont démunis, ils n'ont absolument rien. Et sur le chemin aussi, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés et nous les assistons sur le chemin. Et par rapport à ça, il y a aussi des actions que nous menons à l'endroit de ces migrants-là, mais aussi à d'autres populations qu'on appelle le rétablissement des liens familiaux. Les migrants, quand ils quittent, par rapport à certaines situations, ils se débarrassent de toute pièce d'identité ou de tout document. Et finalement, on ne sait même pas, et lorsqu'ils sont refoulés, ils ne savent même pas comment contacter leurs parents, que ce soit au Mali ou ailleurs. Et donc, avec notre vaste réseau de la Croix-Rouge, où nous avons des sociétés de Croix-Rouge dans presque tous les pays du monde, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'établir les relations entre notre Croix-Rouge et la Croix-Rouge dans le pays d'où vient le migrant. Et par rapport à cela, nous essayons d'établir les contacts jusqu'à retrouver leur famille. Ça, c'est une action spécifique par rapport à de la Croix-Rouge. Mais en plus du fait que nous mettons aussi en place ce qu'on appelle les points d'assistance humanitaire. Et ces points d'assistance humanitaire sont des points de prise en charge holistique des besoins des migrants. C'est-à-dire que les migrants, ils ont des besoins de santé, ils ont des besoins d'alimentation, ils ont des besoins d'habillement, ils ont des besoins aussi juridiques. Et donc, nous mettons en place dans ces régions-là des centres où le migrant peut venir et quand il arrive à ce niveau-là, si c'est le besoin de santé, il est assisté, si c'est le besoin et si c'est de juridique, il est aussi assisté. Donc, nous mettons tout cela en place en faveur des migrants. Et donc, mais on a aussi beaucoup d'autres actions que nous menons aujourd'hui, en dehors même de la migration, et surtout par rapport aujourd'hui à la gestion des catastrophes, des inondations à travers le pays. Ok, on aura l'occasion en tout cas dans la prochaine d'en parler. Et monsieur Dr Diarra, déjà votre campagne sera lancée demain. Quel est quand même l'axe de collaboration entre la Direction générale de la santé et puis la Croix-Rouge malienne? Merci beaucoup. Je pense que cette collaboration n'a pas commencé aujourd'hui. La Croix-Rouge appuie le ministère, notamment la Direction générale de la santé, surtout dans les campagnes de masse. Si nous prenons le cas de la campagne de vaccination contre la rougeole, nous l'avons fait en 2019. La Croix-Rouge a été d'un apport capital en termes de mobilisation sociale. Et aussi, comme je l'ai dit aussi, la Croix-Rouge aussi appuie le département dans le cadre également de ses actions au niveau des régions du Nord. Et c'est ce que j'ai dit. Et je me réjouis de le retrouver sur le plateau. Et je l'ai dit aussi que c'est des organisations humanitaires qui, vraiment, avec cette campagne de vaccination qui s'annonce, seront mises à profit pour pouvoir en tout cas atteindre le maximum de population par rapport à cette campagne-là. Et quand même, vous allez mettre vos volontaires à la disposition, donc? Non, comme je vous l'ai dit, la Croix-Rouge est auxiliaire de l'État. Autrement dit, on travaille avec l'État et pour l'État. Sauf qu'on a un principe qui s'appelle le principe d'indépendance qui effectivement fait en sorte que nous pouvons mener nos actions sans influence, par exemple, des pouvoirs politiques. Sinon, nous travaillons en étroite collaboration avec les services techniques de l'État et particulièrement avec les services du ministère de la Santé, que ce soit au niveau de Bamako ou dans les autres régions. Voilà, docteur Diarra, maintenant, quel est ce message fort que vous avez à lancer à la population malienne, quand même, à la veille de cette deuxième campagne de vaccination au vaccin Johnson & Johnson? Ok, permettez-moi de rappeler que la cible est de 18 ans et plus. C'est extrêmement important. Pour cette deuxième phase, nous avons élargi la cible à 18 ans et plus. Et contrairement à la première phase où c'était en tout cas
des personnes spécifiques, notamment le personnel socio-sanitaire, les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes qui vivent avec les comorbidités. Ces personnes, ces cibles-là, se retrouvent dans les 18 ans et plus. Pour dire que vraiment, la cible a été élargie. Et pour revenir pour dire également que la Croix-Rouge fait partie de notre sous-commission communication. Donc nous travaillons ensemble. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas commencé maintenant. Et cette Croix-Rouge fait partie de cette sous-commission communication. Et je voudrais ici rappeler qu'il est notre salut, encore une fois de plus, pour les sceptiques, notre salut par rapport à cette prévention, à cette lutte contre la maladie à coronavirus, passe par la vaccination. Et il faut impérativement que le maximum de personnes, que ce soit où qu'elles se trouvent, puissent sortir, se faire vacciner massivement. Parce que quand on sort et on a un nombre important de personnes vaccinées, ça induit ce qu'on appelle une immunité collective. Donc il faut impérativement que les personnes de 18 ans et plus puissent se faire vacciner massivement. Et que aussi ceux-là qui doutent encore par rapport à, en tout cas, à l'efficacité ou à l'inutilité de ces vaccins-là, il s'agit de raison garder et se faire vacciner. Et c'est extrêmement important. Et c'est la seule façon que nous puissions en tout cas vaincre cette maladie. Et pour encore, une fois de plus, saluer et remercier également le personnel socio-sanitaire qui aussi est en train de se débattre, qui constitue également la cible qui est à risque aussi. Donc nous en lançons un appel à ce personnel aussi socio-sanitaire. Si je dis personnel socio-sanitaire, c'est lorsque nous rentrons dans un CCRF, un centre de santé de référence ou encore un centre de santé communautaire, c'est du manœuvre jusqu'au plus haut gradé. Pour vous dire qu'il faut que nous puissions sortir pour nous se faire vacciner. Et c'est ça. Et les points de vaccination? Les points de vaccination au niveau, comme je l'ai dit, pour avoir accès à notre cible, il faut multiplier les équipes, il faut multiplier les points de vaccination. Par rapport à Bamako, nous avons pris 2 axes, la rive gauche et la rive droite. Et pour la rive gauche, c'est la commune 6 qui va s'occuper. Et l'ensemble, il y a à peu près 17 sites, sinon 13 sites de vaccination. Et il y a même un site au niveau de l'aéroport, que les gens peuvent se faire vacciner là-bas. Un site au niveau aussi de l'hôpital du Mali. Pour la rive droite également, il y a la commune 4 qui va se charger également de cette rive-là. Et il y a déjà aussi à peu près 15 sites de vaccination. Et en dehors de ça également, il y a des équipes qui vont sortir en stratégie avancée, comme je l'ai dit, pour aller dans les structures administratives, les sociétés, pour pouvoir en tout cas avoir ces personnes qui doivent être vaccinées. Donc vraiment, un appel à lancer, ce n'est autre chose que les gens puissent sortir massivement, que les gens aient confiance au vaccin et que ces vaccins qui est vraiment, en tout cas, notre salut pour pouvoir en tout cas vers cette maladie-là. Voilà. Et aussi un appel aussi à l'endroit de l'ORTM. Et l'ORTM aussi, les personnels puissent sortir également. Ceux-là qui n'ont pas encore eu leur dose de vaccin, qui puissent aussi se faire vacciner. Ok, le message est entendu. Nous vous remercions pour votre participation à cette émission et nous espérons en tout cas que les Maliens vont sortir massivement pour se faire vacciner et tout en tout cas respectant les mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ERTM. À très bientôt.